qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur le média du développement Kavi Média. Merci d'être des nôtres en ce lundi, premier jour de la semaine. Merci de nous préférer à la radio. Vous êtes sur la 89.5, à la télé, vous êtes sur le bouquet Canal Plus et sur le bouquet Star Times sur les différents numéros 249, 113 et 779. Merci de démarrer la semaine avec nous sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Vous êtes sur Kavi Média. Merci de nous rejoindre sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous regarder ou nous écouter en direct dans cette émission sur les réseaux sociaux, notamment sur Meta. Vous pourrez nous suivre sur Kavi TV, groupe Kavi Média et Ganga RTV qui relaie en direct cette émission. Au menu de ce matin, la Guinée s'illustre dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication antique. Ce week-end, la première unité d'assemblage d'ordinateurs portables a été inaugurée à l'Institut supérieur de technologie de Mamou, un projet qui s'inscrit dans la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, une partie intégrante du programme Simandou 2040. Selon le gouvernement, l'initiative est réalisée en collaboration stratégique entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation à travers l'IST de Mamou, Institut supérieur de technologie, l'entreprise chinoise Greenview et le partenaire local Guinea Technologie Innovation. Cette unité d'assemblage a pour ambition de produire un ordinateur Made in Guinée, une première en République de Guinée. Le projet marque aussi le début d'une ambition de faire de Mamou un hub technologique surnommé Mamou Valley, un grand pas pour un avenir numérique autonome et prospère. Développement oblige et on en parle dans cette émission, le scanner. Nous parlerons aussi de mines dans cette émission. La Guinée a été dotée de richesses minières que d'aucuns qualifient d'inestimables. Le pays regorge la plus grande réserve de minerais de fer dans le monde, surnommé le fantasme des miniers. La Guinée s'apprête à exploiter 2,4 milliards de tonnes de minerais de fer. Le projet s'appelle Simandou. Si cette exploitation est une véritable ouverture économique pour le pays, avec la réalisation d'infrastructures au bénéfice de la Guinée, le code minier doit être compris de tous pour un développement durable du pays. Ce matin, alors, nous recevons un spécialiste. Son nom, Ibrahim Khalid Gabaté, juriste spécialiste des questions minières. Avec lui, nous aborderons les questions liées aux droits des propriétaires, aux indemnités, aux cas d'utilité publique et aux responsabilités, dommages et réparations. Voilà, entre autres sujets à débattre pour ce premier jour de la semaine. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble.
L'interactivité au service du développement, ça se passe sur le seul et unique média de développement en République de Guinée dans votre émission. Le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30 avec moi autour de moi les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. À ma gauche, Yaya Diallo comme d'habitude. Bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Abba Mohamed, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. J'espère que le week-end s'est très bien passé. Super, très bien passé. Hein. Il faut le dire, la santé y est et puis le reste on gère, malgré les cas de décès, mais ça va, on assume. En tout cas, toutes nos condoléances. On a appris qu'on avait perdu un frère. Hein. C'était le vendredi, si je me trompe. Oui, c'était le vendredi. Paix à son âme. Yaya Diallo, je me tourne vers vous. On parle de technologie de l'Institut supérieur de technologie de Mamou avec cette usine d'assemblage d'ordinateurs qu'on appelle Laptok, ordinateur portatif, qui a été lancé ce week-end à Mamou, ville Carrefour. Oui, effectivement, l'Institut de Mamoun, vous êtes passé. Vous avez dit quiconque aujourd'hui. La logique voudrait qu'aujourd'hui, que je me puisse, non, pas de se taire, que tu puisses planter le décor. La présentation géographique, s'il faut le dire, comme ça. La présentation institutionnelle, surtout de l'Institut. La vie dans cet institut. Absolument, il a passé 4 ans là-bas. Quand même. L'Institut de Mamou qui est créé en 2004, donc la première promotion est sortie en 2008. Naturellement, vous étiez depuis 2012. Et moi, je suis de la 6e promotion. De la 6e promotion, ça c'est vrai. Donc, c'est pour autant dire que, à vrai dire, c'est vrai que beaucoup de Guinéens n'ont pas connaissance de l'existence ou tout au plus de l'importance de cet institut de Mamou, alors qu'en réalité, si nous voulons amorcer un véritable développement technologique, il faut investir sur cet institut, sur les encadreurs, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, mais aussi des équipements pour les étudiants. Parce que ce sont les enseignants quand même qui montent ces projets-là et qui mettent les étudiants au travail. C'est pourquoi l'Institut de Mamou, si vous voulez, que ce soit enseignants-chercheurs ou étudiants, ils sont tous là pour réfléchir aux besoins existentiels de la société et trouver des solutions. Ce qui explique naturellement ces inventions, quelquefois, ces innovations que nous voyons là-bas, parce que ce sont des gens qui réfléchissent sur un certain nombre de choses, essaient d'apporter des solutions. Et tous les États qui se sont développés à travers le monde sont passés par là. C'est pourquoi nous disons souvent que c'est les Guinéens, c'est aux Guinéens de développer la Guinée, pas les autres. C'est vrai que ce partenariat technologique, on peut essayer de dénouer avec n'importe quel État, c'est fondamental. Nous connaissons l'histoire de la Chine qui est allée ailleurs pour apprendre et finalement nous avons vu où se trouve aujourd'hui la Chine du point de vue développement. Donc c'est pas interdit que nous puissions aller vers les autres, essayer de voir comment ça se passe là-bas, apprendre et venir naturellement développer cela chez nous ici. Je crois que c'est quelque chose de fondamental qu'il faut encourager. Ça veut dire tout simplement que tout se passe plus ou moins bien parce qu'il faut le rappeler, on a écouté aussi les enseignants qui sont confrontés à un certain nombre de choses. Ça veut dire que ça commence d'évoluer, mais il faut encore une fois investir sur ces enseignants-chercheurs-là, parce que c'est là où se trouve la vraie recherche. En réalité, celui de Mamou, celui de Farana, en partie à Foulaya aussi, c'est des recherches qu'on mène là. Il ne s'agit pas de, disons, comme certains le font ici à l'Université générale nationale Comté Symphonie, enseignants-chercheurs, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais mené une quelconque recherche. Pas ne me dire pas le contraire. C'est des titres gonflés qu'on essaie de... Non, attention. J'étais assistant, je sais de quoi je parle. Je sais, mais il y a des... Et le recteur de Symphonie l'avait rappelé aussi. Parce que s'il y a des recherches et des résultats, naturellement, de ces recherches-là, ça passe au niveau du rectorat. Il y a là, naturellement, le directeur des études avancées qui examine tout cela et voit naturellement si c'est des recherches. Est-ce que tu ne perçois pas mal le mot recherche? Peut-être, je ne sais pas ce matin, mais est-ce que tu ne perçois pas mal le mot recherche? Non, la question... En commençant par des flèches directement. Nous avons posé, naturellement, la question au recteur, mais aussi aux responsables des études avancées, ce qui font les masters et les doctorats. On avait posé la question, naturellement. On parle des enseignants-chercheurs. Les recherches qu'on mène, c'est des recherches actualisées qu'on peut trouver sur Wikipédia, qu'on peut trouver sur Google et autres. C'est pas ça des recherches. Ça veut dire que la faute n'incombe pas personnellement à ces enseignants-là, mais aussi
aux responsables de cette université ou de ces universités qui, naturellement, ne prennent pas en compte d'un certain nombre de besoins dont sont confrontés ces enseignants-là pour pouvoir mener à bien ces recherches-là. C'est une évidence. Ceux qui sont passés par là-bas ne me diront pas le contraire, Abdallah. Je ne veux pas dire que tout le monde sont dans un même lot, mais en réalité, c'est cela. Ce sont des titres en carton qu'on essaie de décharger, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Soit dit en passant, en ce qui concerne le cas de Mamou, moi je pense que il faut que les Guinéens s'y intéressent. Naturellement aussi les jeunes qui évoluent, qui sont dans les établissements scolaires, mais qui ne sont pas d'abord arrivés à l'université, qu'ils s'y préparent à cela. Nous avons des jeunes gens qui sont très intelligents chez nous ici. Les enseignants le rappelaient ici, nous avons un kit automatisé au niveau de Mamou. Nous avons un système de pompage automatisé. Nous avons des innovations qui sont là-bas, qui existent déjà. Voyez-vous, certainement, Abdallah aussi nous le dira, qu'est-ce qu'ils ont pu faire quand ils sortaient de cet institut aussi. Parce que c'est un passage obligé. Il faut y laisser quelque chose. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui que l'État puisse investir. C'est en cela que nous disons la jeunesse guinéenne ou la jeunesse africaine de manière générale a besoin à ce que les dirigeants puissent s'y intéresser pour pouvoir investir au retour que la jeunesse puisse donner le meilleur d'elle-même. C'est en cela que nous pourrons développer cet état-là. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et il faut essayer de pérenniser cela et voir dans les autres instituts, notamment à Bokeh, à Farana ou à Kindia, pour que cela puisse se développer. C'est en cela que nous allons amorcer un véritable développement dans ce pays. Sans être avec beaucoup d'humilité, il faut le dire. Yaya Diallo l'a déjà rappelé. Je vais d'abord faire le tour de table. Peut-être qu'aujourd'hui c'est moi qui vais conclure. Je ne sais pas. Allez, Mohamed Ba, l'Institut supérieur de technologie de Mamou abrite déjà la première unité d'assemblage de laptop. Laptop qui veut dire tout simplement dans le jargon ordinateur portable. Ordinateur portable, autrement dit un PC. Ça, je pense que c'est une fierté de l'apprendre, que la Guinée aussi peut faire quelque chose en matière de création, surtout sur le plan technologique, parce que vous le savez également, il y a d'autres pays africains, bien sûr, qui essaient de faire la même chose de création. Le Guinéen ne pouvait pas croire qu'un jour que vraiment ses compatriotes, ses amis, ses frères et sœurs peuvent se créer aussi, rentrer dans un laboratoire, faire de recherche, se concentrer et sortir quelque chose. Créer, c'est une chose. Mais créer et mettre cette création sur le marché africain et gagner des prix, c'est autre chose. Ça, il faut le dire. Cet institut, c'est une fierté. C'est le fleuron, s'il faut le dire comme ça, en matière de création de technologie dans notre pays. Je parle de l'IST de Mamou. C'est incroyable. C'est que je ne dirais pas que c'est notre Silicon Valley, ici en Guinée, et comme aux États-Unis. Mais Mamou, si on essaie de mettre les moyens qu'il faut et qu'on soit sérieux à la sélection des étudiants qui peuvent faire quelque chose 4 ans après leur étude, je pense que ça serait une bonne chose. Aujourd'hui, on parle vraiment de laptop, on parle de création d'ordinateurs. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu d'autres créations de cet institut. Il y en a assez. Il y en a assez. Beaucoup de créations, mais des créations aussi qui ont rapporté des prix. Ça, c'est autre chose à l'international, sur le plan africain. Bénéficier de brevets de la part de l'OAPI, l'Organisation africaine de propriété intellectuelle. Ça, ce n'est pas donné à tous, parce que on se souvient encore qu'il y a eu une création pendant la période de Covid. De la part de cet institut, où vraiment 17 pays avec 33 candidatures, et que la Guinée revient avec le premier prix, je pense en matière de création, et qu'on parle de licence en la matière, c'est extraordinaire. Création et innovation. Création et innovation de la part de cet institut. Et croyez-vous bien, ce n'est pas à Conakry. L'IST n'est pas à Conakry. Et c'est à l'intérieur du pays. Quelque part dans même pas à Mamounville. Même pas à Mamou. À la rentrée de Mamou, dans une forêt classée, s'il faut le dire comme ça, si ma mémoire est bonne, ça, il faut le dire combien de fois, si on met du sérieux, on peut aller de loin. C'est quelque chose qu'il faut noter, donc il faut insister là-dessus. Les feux tricolores dont on parle un peu partout dans le monde, c'est-à-dire feux de signalisation, quand il faut faciliter la circulation, on a vu qu'à créer la même chose du côté de Mamou. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. La création est une chose. En bénéficier sur le territoire national, mais pouvoir encore vendre des licences, ça fait encore, c'est une autre chose qui va permettre à la Guinée de gagner de l'argent. C'est-à-dire, on crée,
on utilise nous-mêmes sur le plan national, mais également on a la possibilité de vendre cela de licence à d'autres pays. Parce que là, si vous créez quelque chose et que vous faites de la concurrence sur le plan africain, il faut dire sur le plan international, et qu'on vous donne un prix sur ce plan, cela veut dire que vraiment il y a eu du sérieux. Il faut dire que parce que aussi il y a eu tous les paramètres sur le plan recherche internationale avaient été respectés de la part de nos professeurs, de nos étudiants de ce côté-là. Je pense que c'est quelque chose dont il faut noter et qu'il faut insister là-dessus, qu'on continue à renforcer la création. Parce que ces créations nous mettent à l'abri des problèmes. Vous savez très bien, sur le plan international, le marché international, tout dépendra vraiment quand tout va bien dans le pays qui vous offre ces produits. Mais si ça se trouve que vous créez ces produits chez vous, quand il y a la crise internationale, vous ne pouvez pas rencontrer des problèmes. On parle, il y a eu des moments où on parle de certains produits, même le riz, on dit ça ne va pas parce que du côté de Moyen-Orient, de l'Inde, il y a eu inondation, donc cela se répercute chez vous. Mais si ça se trouve que vraiment en matière de création, vous êtes sur tous les plans, vous essayez de faire le maximum possible d'être à l'abri de ces problèmes, que ce soit sur le plan technologique, que ce soit sur le plan agriculture. Je pense que ça serait une bonne chose qu'on continue, qu'on ne décourage pas les gens, les uns et les autres, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui à emprunter des filières qui attirent du monde. Aujourd'hui, allez dans les universités, dans une salle de classe en matière de droit, vous allez trouver plus de 100, 200, 300 personnes dans les amphithéâtres en matière de droit, en matière d'économie. Dans les autres sciences technologiques, moins de personnes, pas parce que le nombre est réduit qu'on envoie de ce côté, mais parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va créer? On va faire toutes ces études-là au finish. On va faire quoi? Alors que les uns et les autres ont en tête la seule chose dont on doit étudier, c'est pour avoir quelque chose à la fin du mois, quelque chose qui nous permettra de vivre et faire vivre notre famille. Mais au finish, si vous n'avez pas, l'investissement sur le plan, dans le cadre des recherches, n'est pas assuré. On sait que quand vous finissez là, la seule chance que vous pouvez avoir, après avoir effectué des études supérieures dans ces domaines technologiques, c'est de devenir des enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur. Les gens se disent, mais pourquoi je vais poursuivre? Alors qu'on a la possibilité, il suffit seulement d'investir dans ce domaine, avoir d'autres personnes. Si vous n'avez pas de professeurs agrégés, des professeurs vraiment qui ont une expérience pointue sur le plan national, vous pouvez les recruter sur le plan international et puis venir ici, 5 ans, 10 ans après, vous avez la maîtrise dans ce secteur-là. Je pense qu'on doit faire la même chose du côté de Mamou. Il y a d'autres secteurs également dont on peut investir pour aider la Guinée à aller de l'avant. Nous voyons aujourd'hui, je crois, entre autres, cela peut faire partie des 2040, du projet 2040 quelque part. C'est-à-dire, le transfert de compétences quelque part qui est en train de se passer là. C'est ce qui est bien. Ça, j'apprécie beaucoup. Au-delà de transport minier, il y a d'autres gadgets, d'autres projets qu'on peut mettre dans la réalisation de ce projet. On vous donne les mines. OK. En retour, vous nous donnez quoi? Il y a des retombées par rapport sur le plan minier. Bénéfice, vous gagnez 100 millions et nous, on gagne peut-être, je ne sais pas, 40 millions. Mais au-delà de cette différence, quelle autre technologie pouvez nous offrir? C'est-à-dire transfert de compétences qu'on peut bénéficier. Voilà des cas comme ça. On vous dit, OK, on peut vous permettre de créer des ordinateurs. Si des ordinateurs, vous vous rendez compte, des Chinois, il n'y a pas ce qu'on ne dit pas sur le produit des Chinois, des produits made in Chine. On peut dire, c'est le plus vendu. Oui, mais exactement. Quand on dit c'est du Chinois, mais ça dépend de le prix que vous donnez. Parce que allez en France, allez aux États-Unis, allez au Japon, le produit chinois se trouve partout dans le monde. Les gens parlent, mais la qualité, quand vous donnez le prix qu'il faut, il n'y a rien à dire. Et vous rendrez compte, même produit, même qualité, mais vous rendrez compte le prix du produit chinois est complètement en deçà de ce que nous voyons sur le plan international, tant en France qu'en Allemagne, aux États-Unis. Donc cela veut dire que si nous avons la chance de pouvoir développer, l'État a investi chaque année vraiment de fonds nécessaires dans le cadre de ces recherches du côté de Mamou, vous vous rendrez compte des ordinateurs. Je ne dis pas que dans 10 ans, 20 ans, on ne va plus importer d'ordinateurs en Guinée, mais avec une bonne politique, l'investissement que nous faisons en matière d'importer, nous allons créer ici, avoir nos ordinateurs, mais également vendre des licences, vendre même des ordinateurs que nous allons faire, et cela, on peut le multiplier dans beaucoup de secteurs. Nous avons cité ici, Yaya a parlé de l'arrosage. Imaginez qu'on parle de l'agriculture aujourd'hui, la mécanisation de l'agriculture. Nous arrivons à créer dans ces différents instituts, dans ces différents centres de recherche aujourd'hui, et que nous arrivons à avoir tout ce qu'il nous faut en matière de mécanisation, mais vous vous rendrez compte qu'on n'aura pas besoin d'importer beaucoup de choses parce que les jeunes qui sortent de l'Institut supérieur de technologie de Mamou, vraiment, c'est des gars qui sont bien calés. Il y a eu un prix qu'ils ont eu, je parlais toujours de protection sanitaire en période de Covid ici. Ils ont remporté ce prix sur le plan continental. Mais selon des informations que j'ai eues,
Ils ont commencé un autre projet. Ils ont compris qu'ils allaient être bloqués pendant 1 ou 2 mois. Ils ont bifurqué, ils ont changé de projet. Ce projet, c'est quoi? Ils peuvent le faire aujourd'hui. C'est l'assistance respiratoire artificielle. Et nous savons très bien, en matière de certaines maladies, certaines épidémies, la respiration sous assistance, vraiment, est importante. Elle est très importante. Et qu'aujourd'hui, si les moyens existent et qu'on mette les moyens qu'il faut à la disposition de cette, on peut créer ces appareils d'assistance respiratoire et que nous pouvons utiliser tant en Guinée qu'à l'international. Et nous savons très bien, chaque année qui passe, nous connaissons des pays dans le monde où il y a des épidémies. C'est le cas de la RDC. Et que nous avons des appareils aujourd'hui. Si ça coûte à l'international $10,000 et que la Guinée peut faire très bien et que ça coûte $5,000 avec toutes les qualités qu'il faut, vous voyez ce que ça peut faire. Donc il ne faut pas enseigner pour enseigner. Enseignons pour donner de la qualité, enseignons pour développer la Guinée, c'est ce qui peut nous permettre de sortir. Donc moi je dis bravo, bravo, bravo à la direction générale de cet institut du côté de Mamou. Merci. Oui, Mohamed Leba, on a suivi quand même les discours du Premier ministre Amadou Liba et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, quand même qui était comme bluffé par ce qui se passait de ce côté, les réalisations faites de ce côté. Oui, je vais commencer par Baouri qui disait que le train de développement industriel est en marche, qu'il faut ensemble que nous parvenions quand même à construire une Guinée solidaire et prospère. Ce sont ses propos par rapport lors du lancement de cette unité d'assemblage, il faut le rappeler. C'est une avancée significative dans l'industrialisation et la souveraineté technologique parce que de notre pays, parce que nous réclamons tant pour parfaire cette souveraineté voilà, que nous vantons tant, il faut aujourd'hui élargir cela quand même au secteur de développement. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe du côté de Mamou, moi je dis tout simplement peut-être que c'est nouveau pour certains, mais il faut quand même dire aujourd'hui que cet institut-là ne finit pas de nous surprendre et il l'a toujours fait avec ses étudiants qui sortent chaque année. Il faut juste aujourd'hui voir c'est-à-dire dans beaucoup de secteurs de développement ici, que vous allez constater combien de fois que les fruits, c'est-à-dire les étudiants sortis de cet institut-là, impactent positivement quand même la vie de la nation. Vous l'avez écouté, au fait, la Guinée ne peut pas continuer quand même à importer tout. C'est ici nous importons du savon, même coton-tige, même parfois mandarines, fruits. C'est que nous sommes aujourd'hui à la merci de l'importation. On est très sensible à cela. On a même une réputation à l'excès dans ce sens-là. À un moment donné, quand même, il faut aujourd'hui prendre les taureaux par les cornes, se dire voilà, nous aussi nous voulons ça, il faut mettre ça pour obtenir ceci ou cela. Par rapport au cas de l'Institut de technologie de Mamou, je crois qu'aujourd'hui, autorités et nous-mêmes citoyens, on valorise moins, c'est-à-dire ce qui se passe de ce côté-là. C'est la même chose, c'est-à-dire si vous voyez aujourd'hui il y a d'autres qui nous battent dans presque beaucoup de secteurs, c'est parce que eux ils arrivent à vendre non seulement l'image, c'est-à-dire ce qu'ils font à l'intérieur. Récemment, vous avez vu, il y avait une promotion sortante je crois une promotion sortante de cet institut-là, qui avait fait quand même don des panneaux de signalisation qui sont aujourd'hui utiles. Imaginez si par exemple, on se lançait ne serait-ce que dans ça, dans la production de ces panneaux de signalisation-là. Est-ce qu'on va être contraint aujourd'hui d'importer ces panneaux de signalisation? Aujourd'hui, on parle c'est-à-dire d'une unité d'assemblage de laptop par rapport à l'ordinateur portable, tout. Et si cela marche et qu'on arrive quand même à mettre du sérieux dedans, est-ce que cela ne va pas réduire un peu le flux quand même de l'importation que nous voyons? Parce que si vous regardez quand même cette chaîne aujourd'hui d'importation, c'est pas mal quand même de fonds engloutis dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui par rapport à tout cela? Je crois que ce projet, il s'inscrit quand même dans une vision stratégique visant quand même à bâtir aujourd'hui ce secteur technologique robuste
juste et durable qui peut être profitable aux Guinéens que nous sommes. Donc il faut aujourd'hui, je crois, insister et souligner que la Guinée doit quand même s'intégrer dans la chaîne de production. Comme tous les autres pays, nous avons vu le Nigeria avec pas mal de choses concernant des unités d'assemblage, des usines ou des unités d'assemblage. On parlait d'automobiles par-ci, par-là. La Guinée aussi peut bien le faire et dans plusieurs secteurs. Je parlais tout à l'heure des panneaux de signalisation. Mais à côté de cela, il y en a bien sûr. La dernière fois, c'était pendant la période de coronavirus. Nous avons vu qu'ici, il y avait aussi des étudiants qui quand même étaient parvenus à nous sortir. Combat l'a rappelé. Évidemment, oui. Vous avez vu cela. Le lavage, séchage, nettoyage, lavage, séchage de main. De main. Vous avez vu des trucs alcooliques. Un système combiné. Combiné. Donc ça c'est profitable. Pourquoi aujourd'hui on n'investit pas dans ce sens-là? Je crois qu'il faut aujourd'hui valoriser et doter de ces instituts-là de tous les moyens possibles pour parvenir quand même à nous sortir tout ce qu'ils savent faire et tout ce qu'ils ont et dans, disons, ces étudiants comme étant talent, parce qu'il y en a assez. Parlons spécifiquement de l'Institut de technologie de Mamou. Je crois aujourd'hui que l'État a un joyau entre les mains, mais seulement on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire de ce joyau-là. Et finalement, petit à petit, c'est comme si ce joyau perdait toute sa valeur. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que, c'est-à-dire que cet institut soit plébiscité, parce qu'il y a pas mal de jeunes talentueux aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire qui ont envie quand même de lier l'acte à la parole, mettre leur talent au service de la nation. Comment cela va se faire si l'État lui-même ne se donne pas assez, c'est-à-dire n'investit pas assez dans ce sens-là? Je crois que ça va encore nous mettre derrière, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui quand même tout faire pour stopper. Et il faut de l'autre côté insister sur la nécessité quand même de fabriquer aujourd'hui un ordinateur portable avec cette unité d'assemblage aujourd'hui, l'importance qui peut découler de cela. Je ne dis pas que cela pourrait carrément limiter l'importation, mais cela pourrait aussi permettre à notre pays d'économiser d'une part, sauver cette économie qui est assez résiliente. Résilience, vous le savez très bien ce que signifie ce mot. Ça peut aller de la résilience à une prospérité, à une croissance par rapport au secteur économique. Parce que ne serait-ce que beaucoup de choses qu'aujourd'hui cet institut parvient quand même à faire, et si on valorisait cela et qu'on arrive à mettre tout cela sur le marché international ou sur le marché continental ici, je crois que nous sommes en train de perdre quelque chose qui, si c'était dans certains pays, ça allait vraiment faire l'affaire non seulement des citoyens de ce pays-là, des dirigeants, mais disons de toute la nation. Bien, Institut supérieur de technologie de Mamou. Aujourd'hui, je vais quand même planter le décor pour Yaya Diallo. Il faut le dire, il l'a déjà rappelé, c'est un institut qui a été créé en 2004. 2004 déjà, Mamou, ce n'est pas au centre-ville, je le rappelais à Mohamed, le PM, c'est à 5 km de la ville de Mamou. Télico, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Mamou. Je me rappelle encore, pour éviter de parler que de moi, qu'en 2010, quand moi je choisissais cet institut par rapport au programme et tout, et le premier jour où je suis allé, après le motard il me dépose, ce jour je riais, parce qu'il n'y avait que 4 bâtiments. Oui, 4 bâtiments assimilés à des écoles, des bâtiments consacrés juste pour les écoles primaires. 4 bâtiments, 4 vieux bâtiments. Je me rappelle encore, après j'ai demandé au motard, c'est ici? Il m'a dit oui, c'est ici l'université. Il dit oui, bon, j'étais quand même étonné dans une ville que nous ne connaissons pas. C'était un camp militaire pour toi? Ouais, c'était carrément un camp militaire parce qu'il n'y avait même pas de clôture à l'époque. Ce que je vous dis, c'était en 2010. En 2010, il n'y avait pas de clôture à Mamou. Demandez ceux qui connaissaient un peu Mamou. Bon, après, c'était la deuxième promotion qui devait sortir. Comme vous l'avez rappelé, le souci à l'Institut, bon, un souci ou peut-être une innovation, le système LMD n'a jamais pu s'imposer là-bas. Parce que quoi que vous puissiez faire, vous êtes obligé de soutenir avant de sortir. Et c'est le même cas, ça a continué, c'est comme un héritage à Mamou. Mais pourquoi Mamou peut être différent des autres instituts? Vous allez me permettre peut-être de citer les 6 filières. Il y a en son sein génie informatique,
génie informatique, il y a conception et fabrication mécanique. Donc vous comprendrez pourquoi on parle d'usine d'assemblage. Parce qu'en son sein, il y a des étudiants qui sont formés que pour la fabrication mécanique. Fabrication mécanique, conception, parce qu'après, ce n'est pas ce que les gens pensent. Mécanique, ce n'est pas aller dépanner. Oui, quand je vois des mécaniques, moi j'ai pensé directement aux véhicules, enlever des roues. C'est quoi mécanique alors? Loin de tout ça. Loin de tout ça. Par exemple, c'est des dessins. Par exemple, quand on vous montre cette tablette, par exemple, pour faire sortir l'emballage de cette tablette, par exemple, vous avez des cours de dessin que vous expérimentez, approfondis à travers les logiciels. Donc, vous essayez de reproduire ça avec les dimensions qui existent. Donc, le fournisseur vient, il vous donne cette dimension, vous vous reproduisez, vous fournissez cela. Maintenant, pour fournir cela, il y a des filières qui doivent vous assister. Là, il y a l'intervention de la filière instrumentation et mesures physiques. Bon, moi, je suis un produit de l'instrumentation et mesures physiques qui vous permet un peu de connecter les technologies après conception, ce qu'ils sont en train de faire sur la photo, les soudures, les composants que vous devez choisir pour, en tout cas, concevoir le système que vous voulez. Il y a aussi les technologies, les différentes technologies. Il y a deux filières qui s'occupent des technologies qu'on appelle technologie de laboratoire chimique, technologie de laboratoire biologique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez au niveau de Donka, vous trouverez des étudiants issus que de l'Institut supérieur de technologie de Mamou, parce qu'ils maîtrisent un peu les équipements qui y sont, leur fonctionnement, parce qu'à Mamou, on vous apprend cela. Donc, ils ne sont pas carrément des médecins. C'est des aides-médecins parce qu'eux, ils utilisent les technologies qui sont là-bas, la radiographie avec les... Ils sont nombreux à Donka, j'ai confirmé. Très nombreux. Très nombreux. Parce que après, il y a eu un temps, avec le recrutement à la fonction publique, il y avait un couloir qui était ouvert que pour ces étudiants. Les gens, ils n'ont pas compris pourquoi c'était... Il y a d'autres qui disaient que c'était une ségrégation, parce que ce n'est pas Mamou qui est la seule université ou le seul institut à produire des bons étudiants. Non, c'est parce qu'eux, ils étaient spécialisés que pour ça. Quand vous allez dans les grandes industries, aujourd'hui, pour ceux qui ont fait laboratoire chimie, vous allez dans les grandes industries, vous trouverez des étudiants de l'IST de Mamou, parce qu'eux, ils sont là pour ça. Dans les usines de fabrication de J et autres, ils sont là pour le dosage, pour respecter les limites, quoi. Donc, ils sont là-bas pour ça. Donc, je pense que ces 6 filières réunies, il y a génie informatique, il ne faudrait pas oublier. Si vous allez, avec la digitalisation du système, comment je peux dire ça, de tout ce qui est documentation au public, celui qui s'occupe du projet, je ne vais pas dire son nom, il va se reconnaître à travers ce que je suis en train de dire, est un fruit de la 3e ou 4e promotion, si ma mémoire ne me trahit pas, de l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Je vous raconte son histoire un peu. À Mamou, il a failli, bon, il s'est essayé dans un cyber, et la connexion, il a donné la connexion à tous les étudiants. Il s'est juste essayé. À travers les cours qu'il voyait, il a donné la connexion. Imaginez, on était en 2011. Il a donné la connexion à tous les étudiants. En 2011, vous savez qu'il fallait payer 30 minutes, 1 heure. Oui, après, c'est expiré. Le gars, il suit un cours. Il dit, OK, je vais aller expérimenter. Il va au cyber. Il prend carrément, il craque tout le système. Il rentre dans le système. Il s'empare du système. Donc, les étudiants venaient et le gérant du cyber n'avait pas compris. C'était des choses que nous avons pu gérer entre étudiants sans que cela ne parvienne à la direction. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Mais retenez que... Bon, cyber, vous avez joué un peu aux cybercriminalités. Oui, bon, c'était juste pour... C'était un essai, parce qu'après tout, c'était pas son objectif. Mais après, aujourd'hui, le fait de le voir à la tête d'un grand projet, ça m'a réjoui. Et du côté des médias, hein, pas que moi, il y a aussi des étudiants de l'Institut supérieur de technologie de Mamou qui fonctionnent dans les médias. Il y a d'autres qui sont même directeurs généraux, je ne vais pas citer le nom du média, aujourd'hui qui vont se reconnaître ici en République de Guinée. C'est pour dire que pas je suis en train de faire la promotion ou pas, ça ne m'a pas étonné le fait de voir. Parce que je me rappelle en 2012, avec l'ancien directeur Dr Selou, qui avait toujours dit, si l'État s'intéresse à l'Institut supérieur de technologie de Mamou, vous étudiants, vous ne devez normalement pas sortir de cet institut. Et de cet institut. Vous devez rester là pour continuer le cursus, continuer à approfondir les recherches, avoir des bourses, aller et revenir pour aider votre pays. Mais malheureusement, à l'époque, j'ai compris que l'État ne voudrait pas. C'est vrai que dans le lot, on vous demandait si vous êtes parmi les 10 premiers ou les majors de la promotion, on vous demandait est-ce que vous voulez rester.
Bon, moi, pratiquement pour mon cas, il m'écoute. Je n'avais pas voulu rester dans l'enseignement, honnêtement, pour être clair. Parce que, après, c'était difficile de vivre de ce côté. Il n'y avait pas d'équipement. On était assisté par la France qui nous amenait des composants. Aujourd'hui, alhamdoulilah, comme tu l'as dit, avec le projet Simandou 2040, on voit maintenant que l'État comprend qu'il faut transformer l'Institut supérieur de technologie de Mamou en un hub technologique. Ça a été dit il y a depuis 11 ans. J'ai écouté ce terme, 12 ans maintenant. J'écoute ce terme avec Dr Selou qui nous disait, attention, ici c'est un hub technologique. Ça a été créé pour ça. Depuis le départ, vous devez être à l'assaut de la technologie. Vous devez être en avance par rapport aux autres. Et ça fait que côté informatique, nous on venait pour la préparation de nos thèmes ici à Gamal Abdel Nasser, sans vouloir jeter de discrédit. Mais on avait un niveau un peu plus trop avancé par rapport à ceci. Parce que nous, on avait cette chance de manier, de toucher les composants, de les souder, de voir, de tester. Parce que moi, personnellement, mon thème de mémoire, c'était le verrouillage, le comptage et le verrouillage automatique d'un stade. C'est-à-dire, vous dites que le stade doit avoir 2000 personnes. On met un système de comptage au niveau de toutes les portes d'entrée et de sortie. Dès que le nombre limite est atteint, le stade se ferme automatiquement. S'il y a une personne qui sort, le stade, les portes s'ouvrent. Dès que une personne comble le trou, le stade se ferme. Donc le système existe déjà à Mamou. Ce n'est pas une première. Il y a autant de systèmes qui sont là-bas. Parce qu'on impose aux étudiants de laisser leur trace à l'institut. Il faut laisser quelque chose. Demain ou après-demain, quand tu quittes cet institut, que tu puisses dire à tout le monde, voici ce que j'ai laissé. Et les feux tricolores que vous parlez, les feux de signalisation, c'était de la deuxième promotion. Je vous dis deuxième promotion. Imaginez que la deuxième promotion, si j'ai bonne mémoire, est sortie entre 2010-2011. Parce qu'après tout, ça a retardé. Ils devaient préparer leur thème de mémoire. Ils étaient trop, on les dispatche en groupe. C'est-à-dire, même si vous êtes une promotion de 20, on va dispatcher en 5 ou 6 personnes. Donc, on vous dispatche en groupe pour que chacun puisse laisser beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de réalisations. Peut-être que c'est le temps pour nous, à Kavi, de faire une immersion de ce côté, d'aller constater, de visu ce qui se passe de ce côté. Côté génie informatique, c'est la même chose. Il y a la création de petites applications que vous voyez aujourd'hui. Je cite une application que vous utilisez, peut-être sans le savoir. Il est fruit, c'est un professeur de l'université, de l'Institut supérieur de technologie de Mamou, Magoué Éducation. C'est une application. Magoué a été un de mes professeurs qui m'a enseigné. Magoué, à la base, c'était ça. Donc, c'était des étudiants, on vous donne des exercices. Puisque les étudiants n'avaient pas de moyens de continuer, moi, j'ai un ami de promotion qui est dans le projet Magoué Éducation. Il est de la 6e promotion IMP, mais qui constitue aujourd'hui, qui n'a pas besoin de demander notre boulot. Avec ça seulement, Magoué Éducation, il a fondé sa famille, il vit sa petite vie, il est devenu entrepreneur. À travers ça seulement. Et vous voyez qu'ils étaient plus en avance. Aujourd'hui, on parle de contrôler vos enfants à partir d'applications. Les gens parlent de ça aujourd'hui. Oui. Et ça existait 10 ans avant, à Mamou. C'était là. La conception était là. Donc, le projet était là. Mais l'État n'a pas pu soutenir. Peut-être que ce que moi, je peux, pour terminer, parce que Yaya veut dire placer un mot, ce que moi, je peux dire à l'État, c'est d'investir. Ah oui. Il faut beaucoup investir dans l'éducation. Surtout à l'enseignement, à la base d'abord, au primaire, et à la fin, à l'enseignement supérieur. Il faut prendre aussi l'enseignement technique qu'il ne faudrait pas oublier. Parce qu'après tout, si la conception et fabrication mécanique finit les dessins, il faut quand même des gens qui viennent souder. Et ça, c'est l'enseignement technique qui vient en aide. Donc l'enseignement technique aussi a son apport dans ce qui est en train d'être fait du côté de l'IST de Mamou. Il ne faudrait pas mettre tout à l'actif de l'IST de Mamou. C'est une composante qu'il faudrait. Donc l'État doit investir. C'est vrai qu'on a cette usine d'assemblage, mais moi je pense qu'on doit arriver encore mieux. Parce que je suis un produit de cet institut, donc je sais ce que ça veut dire. Je sais ce qui se passe de ce côté. Il faudrait que l'État accepte de mettre les moyens nécessaires pour que technologiquement la Guinée puisse aller. Aujourd'hui, on parle de cybercriminalité, cyberattaque. À l'Institut supérieur de technologie de Mamou, il y a des gens qui font génie informatique, qui se spécialisent dans la programmation. Donc, ces personnes-là, dans le réseau, donc il y a deux catégories, programmation réseau, programmation et réseau. Donc, vous voyez, ceux qui sont dans le réseau peuvent nous aider avec tous les problèmes-là qu'on a avec l'interconnexion, avec les appels. Eux, c'est leur spécialité-là. Il y a la programmation, comme quand ils finissent d'assembler, nous on met les composants et tout. Il y a eux qui viennent maintenant pour programmer le système. Donc, vous voyez, toutes ces filières
ont leur importance. Pour le refroidissement, il faut la participation de ceux qui font laboratoire chimie et laboratoire biologique pour que la machine ne se chauffe pas, ne crée pas de problème aux utilisateurs. Donc, vous voyez, il y a ces filières-là qui entrent en action. Donc, ça fait que toutes ces 6 filières, aujourd'hui, ont leur importance dans l'assemblage. Il ne faudrait pas mettre ça à l'actif de l'IMP parce que moi, en tant que je viens de l'IM, instrumentation et maintenance, non, c'est toute une composante. Toutes ces filières réunies ont leur participation. Et au-delà, il y a la participation des écoles techniques, de l'enseignement technique et professionnel. Honnêtement, il ne faudrait pas oublier. En tout cas, chapeau pour le gouvernement. Ouais. Et je pense que si c'est comme ça le projet 2040 Simandou, on peut espérer mieux. Si c'est comme ça, c'est un avis personnel. Oui, Diallo. Absolument. Bah, tu es satisfait? Non, c'est un avis personnel. Non, tu es satisfait des explications? Non, mais totalement. C'est en cela que j'ai dit, il fallait effectivement que... Parce que, de toute évidence, peut-être on peut avoir une lecture extérieure de la situation. Tu as passé un bon bout de temps, le mieux placé de nous décrire la situation, ce qui fut fait, éventuellement des besoins qui existent déjà. C'est pour autant dire que si de tout ce qu'on veut, on a écouté les discours des uns et des autres, de tout ce qu'on veut de cet institut, si on essaie de réaliser cela, de passer à l'acte. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui. Vous l'avez appelé ici, c'était une politique interne qui a été mise en place par Dr Selou, dont vous faites l'ancien directeur. Normalement, dès au début, on ne devrait pas laisser sortir les étudiants de l'Institut. C'était une très bonne politique qui pouvait permettre naturellement de manière drastique multiplier, des étudiants qui évoluaient dans ce sens-là. Parce que vous seriez en mesure de former un certain nombre d'étudiants et de manière rapide, aller se former, revenir naturellement pour pouvoir participer au développement technologique de notre pays. Je pense que là, c'est quelque chose dont il faut revoir et avec le plus grand sérieux. Aujourd'hui, si nous voulons, avec tout ce que nous entendons, l'autre fois, nous avions ici un spécialiste des questions numériques, en l'occurrence Kaba, qui nous expliquait naturellement le besoin existentiel en ce qui concerne la République de Guinée ici. On en a tellement besoin qu'aujourd'hui, l'État devrait pouvoir investir autant qu'on le peut parce que ça quand même ça nous fait l'économie de plusieurs saignées financières dont on pouvait effectivement abrévier et avancer. Et cela ne se fera qu'à partir d'ici. Cela ne se fera qu'avec les Guinéens. Voyez-vous, je pense que c'est fondamental aujourd'hui qu'on puisse, au-delà de ce partenariat qui est déjà formel, qui existe entre la société chinoise et celle guinéenne-là, dont vous faisiez allusion, je crois que il faut aller au-delà. Il faut essayer de multiplier les choses. Il faut rêver plus. Tout à fait. Que l'État puisse mettre en place un cadre qui peut permettre à ce étudiant-là, parce que c'est le problème qui se pose. Au-delà de votre conviction, au-delà de votre courage d'aller beaucoup plus en profondeur, mais si l'État à côté, parce que l'État est un élément fondamental, il faut le rappeler. Ce que l'État peut faire, personne ne peut le faire. Si l'État n'est pas là, l'État n'est pas présent, ça ne va pas nous permettre naturellement de produire. Et c'est en cela que nous disons, il faut investir sur la jeunesse, parce que la solution, c'est la jeunesse. Bien, la solution, c'est la jeunesse. On va aller rapidement avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand 629 95 67 deux fois avant de recevoir notre invité prestige pour ce lundi, l'imperturbable communicant de CNRD, du général Mamadi Doumbouya, civilisé, généreux, l'enfant prodige de Bouramaya Samaya, Monsieur Silla, rue 15, une pensée positive à mon patron, à Joe Bebeto Sidibé, mon grand frère Fana Souma. Aujourd'hui, l'équipe Le Scanner fait la fierté des médias guinéens. Grâce à vous, nous sommes informés des actualités guinéenne à la minute. Bravo à vous. Merci, Monsieur Silla, pour la fidélité. Surtout, il faut le rappeler. Bonjour, mes chers journalistes. Vous êtes les meilleurs. Laissez-moi vous dire que c'est une bonne initiative de mettre en place un institut pour valoriser la technologie dans notre pays, car le monde est dominé par la technologie. Les mines ne sont rien si les ressources viennent d'elles, qui viennent d'elles ne sont pas gérées à bon escient. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens Mando depuis Dabondi qui nous écrivaient de ce côté. Bonjour, mes chers journalistes de l'émission Le Scanner, je me nomme Ibrahima Sorizo. Ibrahima Sorizo Camara, depuis la BPMG. On vous suit avec intérêt et passion. Votre débat du jour est super important. Merci Iso pour la fidélité. Bonjour Kavi FM, vraiment votre radio est devenu pour moi un médicament. Moi je suis le fruit de Mamou, signé Al-Hali Kamara Ali Kadhafi depuis Bessia. Allez, ça fait du bien de l'entendre, mais seulement je n'ai pas entendu la promotion Kadhafi. Allez, bonjour monsieur Abdallah Kamara et toute l'équipe, vous êtes la voix des sans-voix. Je vous remercie de votre brillant travail pour le développement de votre cher pays, la Guinée. Vous faites la fierté
de la Guinée, comme sur le plan national comme international. Vous êtes les meilleurs, vraiment. Je prie le bon Dieu que vous garder longtemps pour nous, tant que possible, accompagné de la santé, la prospérité, la longévité et beaucoup d'argent. Amin. C'est Aminette Amfali, si c'est depuis Yatayati 6, fidèle auditeur de cette émission, Le Scanner. Coucou à tous nos auditeurs de ce côté, téléspectateurs du côté de Yatayati 6, quartier de notre cher ami Dansoko. Bonjour Kavi Média, je vous demande sérieusement de faire une investigation approfondie sur le projet appelé AgriFarm, agriculture familiale, résiliente et accès au marché, qui a débuté en 2020 au Fouta et en Haute-Guinée, mais malheureusement arrêté en décembre 2022. Donc ça c'est pour toi, hein, AgriFarm. Hein. Je pense que tu as bien noté, AgriFarm. Hein. En tout cas, il faut jeter un coup d'œil de ce côté. Salut les hommes de bonne foi, vous êtes les meilleurs. Que Dieu vous donne la santé, la prospérité, beaucoup de réussite et notre média continue à briller. Signé Mamadou Saliou. Merci pour la fidélité Mamadou Saliou. Notre Djambouria, Mamadou Alpha Djambouria. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaban. Titi Djambouria, dans Kamada, mon village natal, notre région est à l'honneur ce matin sur Kavi Média. Grand merci à vous et au DG de cette institution. Il écrit-il, Mamadou Alpha Djambouria, pour mieux représenter notre pays dans le monde, le gouvernement doit améliorer la situation de ses étudiants et enseignants et les outiller de matériel de dernière génération. L'État doit investir beaucoup de moyens pour la réussite de ce projet. Voilà le vrai accord. C'est ce qu'on appelle gagnant-gagnant, pas gagnant-perdant. Mamadou Alpha Djambouria, Diallo depuis Koloma. Pour une première, hein, Djambouria, salut. Allez, merci. Ça commence à changer. Bonjour le grand journaliste. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. Merci Abdallah, vous êtes bien au tableau. Hein, car ce matin, vous nous avez donné du coup. Hein, ce matin, félicitations. Des cours. Hein. Dans ces cours, le pneumatique depuis Caporo. Non, je n'ai pas donné de cours. J'ai juste donné des explications demandées par Yaya Diallo. Une pause. Derrière, nous parlons de mines, des droits miniers avec notre invité de ce matin. Avec lui, nous allons aborder ce que vous ne connaissez pas peut-être. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci. Parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? C'est permettre à la Guinée de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose, pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'étranger.
Merci d'être nombreux à notre écoute. Si vous êtes devant vos écrans, merci pour la fidélité. Merci de choisir Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Et cette émission, Le Scanner, qui vous parvient chaque jour de lundi au vendredi, quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous parlons de mines. La Guinée a été dotée de richesses minières que d'aucuns qualifient d'inestimables. Le pays regorge la plus grande réserve de minerais de fer dans le monde. Surnommé le fantasme des miniers, la Guinée s'apprête à exploiter 2,4 milliards de tonnes de minerais de fer. Le projet s'appelle Simandou. Si cette exploitation est une véritable ouverture économique pour le pays, avec la réalisation des infrastructures au bénéfice de la Guinée, le code minier doit être compris de tous pour un développement durable du pays. Ce matin, alors, nous recevons dans cette émission M. Ibrahima Khalil Diabaté. Il est juriste spécialiste des questions minières. Avec lui, nous allons aborder les questions liées aux droits des propriétaires, aux indemnités, aux cas d'utilité publique et aux responsabilités dommages et réparations. Monsieur Diabaté, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Ça va, merci d'accepter notre invitation. Ok, le plaisir est pour moi. On parle de droits miniers ce matin et cette problématique qui se pose chaque fois, c'est le droit ou les droits des propriétaires. Vous, en tant que spécialiste, aujourd'hui, à entendre droit des propriétaires, juristes, spécialistes de domaine, que devons-nous apprendre? Ok. Avant d'abord d'intervenir sur les questions posées, j'aimerais d'abord saluer les aimables juritaires qui nous écoutent à présent. Maintenant, en ce qui concerne la question de savoir les droits des propriétaires, terrain, ou terriens, au fait, la mine d'abord, c'est une aspiration pour la population locale. La population aspire à ce qu'il y ait la présence d'une mine dans sa localité. Donc, puisque pour la population locale, quand il y a la mine dans la localité, ça va tirer la population locale de la pauvreté vers la richesse, de la précarité vers la prospérité. Donc, qui parle de mine doit d'abord définir c'est quoi la mine. La mine, par définition, la mine est définie par ce qu'on appelle le Code minier guinéen, en son article 1er, comme le gîte de toute substance minérale non classée dans les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux. Il y a une autre définition donnée par le Code qui dit vraiment que la mine est tout lieu d'exploitation des substances minérales à ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et les matériels immobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation. Donc, quand il y a la présence de cette société minière dans la localité, ça donne vraiment un espoir vif à la population locale. Mais la présence d'une mine dans la localité ne doit se faire d'abord sans le consentement des propriétaires terriens, c'est-à-dire la communauté locale. Et il ne faut pas confondre. Il y a la communauté locale, il y a les collectivités locales. Donc, d'aucuns peuvent vraiment mélanger les deux termes. Or, la communauté locale, c'est l'ensemble des collectivités affectées par les activités minières. Donc, la population locale ou les populations locales ont un certain nombre de droits vis-à-vis des titulaires d'un titre minier, que ce soit le permis de recherche ou le permis d'exploitation. Ils ont un certain nombre de droits, puisque c'est sur leur terre qu'on doit exercer les activités minières. Donc, c'est des activités de nature à dégrader l'environnement, à polluer l'atmosphère. Donc, ça va créer un certain nombre de méfaits aux égards ou à l'égard de la population locale. Donc, il y a des droits vis-à-vis des sociétés minières envers la population locale. Si je comprends bien, il ne faudrait pas confondre les communautés locales et les collectivités. Oui. Parce que là, il y a une très grande différence. Oui. Maintenant, parlant des propriétaires, aujourd'hui, si une société minière doit s'installer sur un territoire et qu'il trouve des terrains qui appartiennent aux propriétaires, ou en tout cas aux autochtones, comme nous on appelle dans le jargon,
quelle doit être la démarche à suivre et aujourd'hui, quel est le devoir de ces sociétés vis-à-vis de ces propriétaires? Ok, vous savez, les ressources naturelles telles qu'elles sont ne vont pas bénéficier à l'État tant qu'elles ne sont pas exploitées. Les États vivent d'un certain nombre de sources de revenus pour, comment on appelle, établir ce qu'on appelle ici l'assiette fiscale. Mais dans un État, les ressources minières doivent être, comment on appelle, doivent être redistribuées. Non seulement doivent être redistribuées, mais il doit y avoir la promotion vis-à-vis de ces ressources minières. Donc pour qu'une société minière internationale s'intéresse, donc il faut une promotion. Maintenant, cela commence d'abord par la recherche. Il y a les titres miniers. Les titres miniers sont au nombre de 3. Toute société minière qui veut s'installer, par exemple en République de Guinée, il y a des démarches à suivre. Donc la société aura besoin d'un permis de recherche, d'un permis ou d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière. Donc il y a 4 autres autorisations. Donc les autorisations sont là dans un cadre plus restreint. Mais si une société s'intéresse à une comment on appelle, substance minière, donc la société a l'obligation de mener des démarches pour l'obtention des droits, ce qu'on appelle des titres miniers. Donc, cela passe d'abord par l'association des documents en vue d'adresser une demande au niveau du ministère en charge des mines, à travers le CPDM, le Centre de promotion et de développement minier, qui va vraiment formaliser les documents et donner au comité technique du titre pour l'instruction. Le comité technique du titre va instruire les dossiers, donc et donner un avis favorable. Donc si c'est un titre, si c'est un permis de, comment on appelle, de recherche, cela est donné par un arrêté. Mais si c'est un permis d'exploitation, cela est donné par un décret du président de la République. Maintenant, après tout ceci, il y a la concession minière aussi qui doit être prise en Conseil des ministres. Le décret doit être pris en Conseil des ministres. Donc, après cela, il y a ce qu'on appelle ici la consultation. L'État, les collectivités, en tout cas les parties au projet minier doivent s'asseoir pour discuter. À savoir l'État, la société minière, comment on appelle, la communauté locale. Donc, au sortir de cette assise, ils doivent mettre en place ce qu'on appelle la convention du développement local. Cette convention du développement local doit inclure en général 3 aspects, à savoir la formation de la population locale, la protection de l'environnement de la population locale, la santé et l'environnement de la population locale, en même temps les projets à vocation économique et sociale. Donc la mise en œuvre de ces projets-là doivent être inclus dans la convention de développement local. C'est à travers cette convention de développement local que la société doit payer ce qu'on appelle ici la contribution. Cette contribution est matérialisée par le fonds, comment on appelle, le fonds FODEL. Le FODEL. Voilà, le FODEL. Donc le fonds de développement économique local. Donc c'est 0,5% pour les substances de catégorie 1, à savoir la bauxite et le fer. Donc durant toute la durée de l'exploitation, parce que le fonds là n'est pas payé tant qu'il n'y ait pas d'abord la phase d'exploitation. Donc, si on prend un exemple sur le Simandou, Simandou n'a pas, le FODEL ne peut intervenir tant que Simandou n'a pas commencé la phase d'exploitation. Même à la phase d'exploitation, même après la phase d'exploitation ou bien pendant la phase d'exploitation, il faut qu'il y ait la commercialisation d'abord. Bien. Donc, ça doit être commercialisé. Parce que c'est sur les chiffres d'affaires annuels. 0,5% est prélevé sur les chiffres d'affaires annuels.
ce n'est pas l'investissement qu'on regarde, mais ce qu'on tire de ce qu'on a investi. C'est à partir de là qu'on peut faire des ristournes au niveau de la population. Évidemment. Et le plus souvent, on se rend compte que les communautés ont du mal à rentrer en possession de ces dus, s'il faut l'appeler comme ça. Cela est dû à quoi? Malgré que tout soit bien ficelé dans les conventions. En fait, il y a un facteur, comme on appelle, politique dedans actuellement. Vous savez, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, en 2021, ils ont bloqué, comme on appelle, ils ont zélé le fonds Fodel, les comptes du fonds Fodel. Sinon, jusqu'à date, le fonds-là est payé par les sociétés. Par les sociétés minières. Les sociétés payent leurs dus. Oui. Au mois de janvier, au mois de juillet passé, si vous vous rappelez bien, le Premier ministre, comme on appelle, actuel Premier ministre, M. Baouri, Amadou Ba, a effectué un déplacement sur, comme on appelle, Boké. À Boké, ils ont lancé le fonds Fodel. Vous savez, ils ont relancé le fonds Fodel. Mais jusqu'à présent, le fonds est zélé. Donc il n'y a pas eu de paiement au niveau des collectivités locales. D'accord. Donc ça, c'est parce que c'est gelé. D'accord. Oui, mais souvent, nous assistons, parlons des sociétés minières qui sont aujourd'hui implantées dans notre pays à travers les différentes préfectures et sous-préfectures. Souvent, nous constatons qu'il y a, c'est-à-dire des remous, des petites revendications, parfois même, qui finissent par où il y a mort d'homme. Est-ce que, parce que souvent, ces communautés-là, ces citoyens dénoncent, disons, une exploitation abusive, non seulement des ressources minières, mais aussi le manque de compensation. Est-ce que parfois, il n'est pas intéressant et important d'éduquer ou de former les citoyens dans ce sens-là? Est-ce que ce n'est pas le manque de formation de ces citoyens par rapport à ce qui lie la société minière qui est là, à l'État et à la communauté? Merci beaucoup, M. Ba, pour cette question. Au fait, les sociétés minières, à travers la Convention de développement local, doivent payer non seulement leur contribution pour le développement local, mais ils ont encore un certain nombre d'obligations qui relèvent du domaine de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a la responsabilité sociale et la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale de l'entreprise envisage que les entreprises fassent des dons, des réalisations au profit de la communauté locale. Vous savez, il est très marrant qu'au début de toute exploitation, de toute activité minière, qu'on ficelle très bien la Convention du développement local, mais s'il n'y a pas la mise en œuvre effective de cette convention, ça peut frustrer, les populations locales. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le manque de réalisation d'un certain nombre d'infrastructures et le manque de formation de la main-d'œuvre locale. Si cela s'avère, la population locale a pleinement le droit de se revendiquer, de réclamer ses dus. Bien. Donc, allez-y. Voilà. Cette population locale, puisque aujourd'hui, la population locale n'a pas l'habitude de gérer des fonds. Il peut y avoir l'indemnité sur la base de l'article 124 du Code minier guinéen, puisque le droit de propriété, le droit minier n'atteint pas ou n'éteint pas le droit de propriété. Donc, c'est ce qui est très important. C'est ce qui est très important. Il faut le rappeler. On parle de, je vais rebondir. Quand on parle maintenant de cas d'utilité publique, si le droit minier n'éteint pas le droit de propriété, pourquoi on parle maintenant de cas d'utilité publique? Dans quel cadre? Très bien. Une très bonne question aussi. Vous savez, l'État, les ressources naturelles appartiennent exclusivement à l'État.
sur la base de l'article 3 du Code minier guinéen. Et c'est que cet article n'a laissé aucune marge aux privés ou aux particuliers d'approprier ou de s'approprier de ces ressources naturelles. Autrement dit, aucune appropriation ou aucune appropriation d'utilité, plutôt aucune appropriation privée n'est admise. Appropriation en français simple. Appropriation, c'est la possession. Bien. Est-ce qu'on peut dire par là, pour aider à comprendre, est-ce qu'on peut dire par là, l'exclusivité appartient à l'État, pas à la communauté. Même si le terrain appartient à votre grand-père, à votre ancien, à vos aïeux, depuis des années, du fait qu'on a retrouvé des valeurs, des ressources naturelles sous le sol de votre terrain, à partir de là, c'est l'État qui est propriétaire de ce domaine, pas la communauté. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Voilà. Non, vous savez, l'article 840 du Code civil guinéen donne la latitude aux propriétaires. L'article 840 dit que la propriété du sol incombe la propriété du dessus et du dessous. C'est-à-dire le propriétaire a la latitude de réaliser ou de planter les arbres, de faire une plantation sur, comme on appelle, le terrain. Encore de faire des fruits sur son terrain. Oui. Mais cette possibilité est limitée. Parce que l'article même a laissé encore une porte échappatoire au cadre minier, c'est-à-dire au cadre d'utilité publique. On va se référer encore à l'article 232 du Code foncier et domanial, qui dit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du sous-sol. Mais si c'est dans le cadre minier, c'est l'État qui a l'exclusivité sur les ressources minières. En français facile. La totalité sur les ressources minières sur le territoire national et sur la zone économique et exclusive appartiennent exclusivement à l'État. Bien, on va aller en français facile. Moi, Abdallah Kamara, j'ai des terres par exemple à Boufa. Où le droit de propriété de la population locale s'exerce pendant toute la durée de l'exploitation, en payant ou en percevant, comme on appelle, une indemnité. Celui qui est propriétaire du terre, c'est pour lui la terre plutôt. La terre l'appartient. Mais le sous-sol de la terre, c'est que les ressources incorporées à la terre ne l'appartiennent pas. Donc, il peut... Donc la terre l'appartient. Oui. Mais ce qui est richesse du sous-sol ne l'appartient pas. Un véritable paradoxe. Voilà, un véritable paradoxe. Ouais. Maintenant, c'est le droit qui le dit. Nemo sensus ignoras legem. Donc le droit nul n'est censé. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc si cela est vrai, ça appartient exclusivement à l'État. Maintenant, les sociétés minières et l'État ne peuvent pas venir seulement exploiter le lieu sans le consentement du propriétaire terrien. Donc, quoi qu'il en soit, il faut son consentement. Et s'il n'accepte pas, voilà, il y a une condition. S'il n'accepte pas, on fait recours, comme on appelle, aux causes d'utilité publique. L'expropriation pour cause d'utilité publique assortie d'une indemnité juste et équitable. Qu'est-ce qu'on appelle indemnité juste et équitable à ce niveau? Parce que quand on parle de ressources minières, on sait que l'exploitation peut faire 30 ans, 40 ans, 50 ans pendant des années. Et on ne sait pas quelle est la valeur. Qu'est-ce qu'il pourrait donner à ce propriétaire terrien, à cette communauté? Est-ce que ça va être combien de pourcents? Même si on ne sait pas, ça va faire combien de temps? Sur quelle base on va se référer pour pouvoir désintéresser ce propriétaire terrien? Une très bonne question. Vous savez, dans les conventions de développement local, c'est prévu
par le paiement du fonds FODEL. Mais avant le paiement du fonds FODEL d'abord, la possession, c'est que l'expropriation, tu dois indemniser. Par exemple, tu retires, comment on appelle, les terres aux populations locales parce qu'ils ont une affection avec cette terre-là. Leurs aïeux étaient là-bas. Donc, ils ont un lien surnaturel avec la terre. Il peut y avoir un cours d'eau, par exemple, où la population locale part généralement faire des incantations ou bien tirer comment on appelle, de l'eau là-bas. Et là-bas, on envoie aussi les animaux pour... pour comment on appelle, voilà, exactement. Maintenant, si on les dépossède de leurs biens, il faut les indemniser. En quoi faisant, par exemple, en leur attribuant encore d'autres domaines, dans d'autres endroits, comment on appelle, plus ou moins proches de la localité. Maintenant, il peut y avoir du déplacement communautaire même. On peut déplacer une communauté pour exercer des activités minières. Mais là où on doit les réinstaller, il faut que l'endroit là soit propice à la vie aussi. Donc il faut qu'il y ait l'environnement similable ou similaire de là où ils étaient. Donc il faut les indemniser. Encore les terres, il faut les payer. Les troncs d'arbres, tous les troncs d'arbres doivent être, comme on appelle, compensés, évalués et payés. Donc, au-delà de tout, il y a le paiement de 0,5%. Alors, vous venez de le rappeler, vous êtes juriste, hein, et ça tombe bien. Moi, mon problème, c'est entre les conventions minières et le code minier. C'est vrai qu'il y a le code minier qui existe, beaucoup d'observateurs miniers l'ont approuvé. Des sociétés minières trouvent leur échappatoire au niveau de ces conventions minières qu'ils traitent avec le Parlement ou le CNT, ça dépend puisque ça se passe là-bas, pour pouvoir s'échapper à leurs obligations qui sont indiquées dans le code minier. Alors, dites-nous d'un œil d'un juriste comment faire en sorte qu'il y ait une conformité entre ces conventions-là, ou tout au plus que ces conventions-là puissent prendre compte naturellement le contenu du code minier. La deuxième question, c'est toujours ces soubresauts qui se passent dans certaines localités minières où on accuse expressement le préfet ou le maire d'avoir détourné des fonds qui sont destinés à la communauté. Dites-nous comment le circuit, comment ça se passe juridiquement pour que justement ces commis de l'État ou ces administrateurs locaux puissent s'approprier de ce qui revient des droits à la communauté. Merci beaucoup pour la question. En fait, le code minier est une loi. C'est une loi qui est votée par le Parlement. Dans le code minier, il y a des exigences vis-à-vis des sociétés minières. Au-delà des codes miniers encore, il y a d'autres codes. Le code foncier et domanial qui s'applique aussi dans le domaine minier. Il y a le code général des impôts qui s'applique dans le code minier. Maintenant, il y a le régime général. Le régime général se trouve dans le code minier. Et le régime général aussi se trouve dans le code général des impôts, à travers le paiement des taxes, les droits douaniers. Vous voyez? Mais s'il y a une convention minière, parce que, entendu par convention minière, c'est un contrat. La convention minière est définie par le code minier, l'article 1er du code minier, comme un contrat qui définit les droits et les obligations des parties relatifs aux conditions juridiques, fiscales, financières, environnementales et sociales, économiques et sociales. Donc, si cela est vrai, cette convention, après son adoption, et son approbation constitue elle-même une loi à part entière. Donc c'est une loi parallèle au code minier. Donc, mais cette loi ne doit pas déroger aux dispositions du code minier. Donc ce sont des dispositions où il y a la facilité qui peut se retrouver dans le code, plutôt dans la convention, puisque le code minier ou le code général des impôts, c'est un régime général ou un régime normal. Mais il y a le régime dérogatoire où on donne les facilités
comment on appelle, aux sociétés minières dans un certain nombre de facteurs, ou bien sur un certain nombre de facteurs, notamment le facteur fiscal, financier. Comment résoudre cette contrariété? C'est cela le problème. Il n'y a pas de contrariété. Il n'y a pas de contrariété. Une convention minière, dès qu'elle est adoptée et approuvée, promulguée, a, comme on appelle, dès lors, une force probante. Donc, c'est une loi à part entière. Ça ne peut pas déroger au code minier. Le code minier est là, mais elle s'inspire. La convention s'inspire au code minier. Maintenant, vous voyez, il n'y a pas de divergence entre les deux. Maintenant, face à la deuxième question n'est pas. Maintenant, la deuxième question, c'est les autorités déconcentrées se trouvant dans les, comment on appelle, périphéries ou dans les préfectures, sous-préfectures, ou même les autorités décentralisées, comme les maires, les préfets. Ils peuvent, selon vous, qu'ils peuvent s'approprier des ressources à vocation du développement local, des projets de développement local. Ils peuvent prendre ça. Donc, c'est le détournement. Mais ils ne peuvent pas, comme on appelle, le prendre comme ça, ou le fonds. Ils ne peuvent pas prendre le fonds et, à usage personnel, puisqu'il y a un encadrement. Dans chaque préfecture où il y a une société minière en phase d'exploitation, de commercialisation, il y a ce qu'on appelle ici un comité technique d'appui à la gestion du fonds minier. Donc c'est l'arrêté conjoint du ministère de la décentralisation et du ministère en charge des mines. Les deux ministères-là ont fait, comme on appelle, un arrêté conjoint pour la gestion du fonds FODEL. Alors, donc, la gestion le niveau d'implication de ces administrateurs locaux dans la rétribution de ces fonds? Maintenant, la rétribution de ces fonds, il y a d'abord un comité technique d'appui à la gestion du fonds minier. Maintenant, ce comité d'appui de gestion, plutôt à la gestion du code minier, plutôt du fonds FODEL, ce comité est composé d'un représentant de la commune, un représentant de la, comment on appelle, de la préfecture, un représentant de la jeunesse, un représentant des sociétés minières, comme on appelle, et sous l'observation d'un représentant de l'ANAFIC. Donc il y a tout un groupe de personnes qui gèrent le fonds. Dès que le fonds est tombé sûrement dans le compte FODEL, des entreprises, plutôt des collectivités locales, c'est ce comité-là qui doit utiliser ces fonds à bonne échéance. Face à un contentieux entre, disons, population locale, société minière, c'est un contentieux qui peut prêter parfois à des questions juridiques ou judiciaires, où des dossiers se retrouvent, disons, pendant devant une juridiction. Qu'est-ce qu'il faut entre convention et code minier? Qu'est-ce qui va primer? Qu'est-ce qui s'applique, quoi? Vous savez, il y a un principe en droit où la convention spéciale déroge au général. C'est que le spécial déroge au général. S'il y a une convention propre à, comment on appelle, propre à un secteur donné entre l'État et la collectivité, plutôt, et la société minière, c'est cette convention qui doit s'appliquer des jurés, entendu par des jurés de droit et de facto. Donc c'est cette convention qui doit s'appliquer au détriment du code minier. Mais le code minier, on peut dire encore, c'est pas au détriment du code minier, puisque ça ne déroge pas le code minier. Mais la convention... Ça ne tient pas compte d'un certain nombre d'éléments. Oui, parce que la facilité est donnée. D'où la contrariété. Non, ce n'est pas une contrariété, mais c'est la souplesse qui est donnée. Paradoxe. Voilà, c'est une souplesse, au fait. Je ne peux pas dire ça, c'est un paradoxe. Mais c'est une souplesse, c'est une facilité accordée à une société minière. Vous savez, tout État a une politique d'attirance des investissements directs étrangers. Vous voyez, non, il faut que les investisseurs viennent, comment on appelle, investir dans ton pays. Maintenant, quand ils viennent, il y a le code minier, dans le code minier, il y a des facilités qui les ont attirés. Ils sont favorables. Voilà, ils sont favorables. C'est pourquoi ils sont venus investir. Mais quand ils viennent encore, il y a ce qu'on appelle une convention. Vous devez faire une convention. Mais cette convention encore n'est pas à tous les niveaux.
Puisque pour qu'il y ait une convention minière, il faut que la date, la validité de l'exploitation ou des activités minières parte au-delà des 10 ans, si c'est pour, comment on appelle, si c'est pour un permis d'exploitation, c'est jusqu'à 15 ans au plus. La limite, dès que ça arrive seulement à 15 ans, il faut une convention minière qui peut déroger certaines, comment on appelle, dispositions du code minier. Maintenant, pas déroger, hein, plutôt, qui peuvent être souples par rapport à certaines dispositions du code minier. Encore, si c'est une concession minière, c'est 25 ans. C'est 25 ans pour qu'il y ait une convention minière. La concession minière existe 25 ans. Dès que c'est 25 ans seulement, comme le projet Simandou, automatiquement, on adopte, comment on appelle, une convention minière. Cette convention minière est approuvée par le Parlement. Donc, dès que c'est voté seulement à l'Assemblée, parce que le code civil, le code minier est voté à l'Assemblée. Si une convention est votée à l'Assemblée, encore, ça a la force de la loi. Vous voyez? Donc, là, oui, maintenant, je voulais juste savoir, à ce niveau-là, par rapport à la convention, est-ce qu'il y a un processus établi dans ce sens-là de vulgarisation du contenu quand même de cette convention ou de ces différentes conventions? Parce que ça crée souvent au niveau de ces communautés-là des réclamations qui poussent à chaque fois. En principe, les conventions doivent être publiées. En principe. En principe, ça c'est le principe. Mais l'exception, on assiste ici, comme on appelle, à un camouflage qui ne dit pas son nom sur les conventions minières. Et c'est le plus souvent pourquoi? Voilà. Bon, je ne peux pas dire la cause, en tout cas c'est d'ordre politique. Voilà, parce que jusqu'à date, nul ne sait, en tout cas, le commun des mortels ne sait pas à qui profite à qui profite maintenant, non même à qui profite la convention de base des Simandou. Personne ne sait. Du projet 2040. On ne sait pas. Nous les juristes, nous ne savons pas à date. Jusqu'à présent, le document n'est pas rendu public. Voilà, le document n'est pas rendu public. Mais espérons, dans les jours à venir, ils vont rendre public le document parce que ça doit être rendu public. Ouais, pour observation. Est-ce que cela pose pas problème aujourd'hui? Vous dites? Est-ce que cela pose problème? Bon, dans l'exécution des faits, cela ne cause pas problème puisque le projet est en évolution. Donc, il y a la phase de construction qui est là et bientôt cela va terminer. Ils vont entrer dans la phase d'exploitation en fin 2025. Oui, 2026, ils vont commencer l'exploitation. Mais pour la transparence, c'est savoir que l'environnement, tout ce qui est dedans profite très bien aux Guinéens. En principe, les 12 principes comment on appelle, des litiers, l'initiative pour la transparence des industries extractives stipule que les conventions doivent être rendues publiques. Donc pour qu'on sache à qui profite ou qui doit avoir quoi dans ces méga projets. Donc en principe c'est cela. Bien. Donc, et le processus de Kimberley encore dans les matières, comment on appelle, des pierres gemmes, des pierres précieuses. Donc le processus de Kimberley aussi stipule qu'il y ait de la transparence. Encore la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, comment on appelle, prévoit cela. Bien. Quelles sont les obligations des détenteurs de droits miniers vis-à-vis des collectivités ou des communautés locales? Communautés locales, je préfère. Ok, voilà, la communauté locale, parce qu'ils ne sont pas obligés. Vous savez, c'est ce que j'ai rappelé à l'entame de mon intervention. J'ai dit, avant tout projet d'abord, il y a le consentement des communautés locales. Ce consentement doit être, comment on appelle, donné. La communauté locale doit accepter les activités minières dans leur juridiction, dans leur circonscription donnée. Voilà, il faut le retenir. Maintenant, à travers ça, il y a l'indemnisation. Maintenant, il y a aussi le fonds de développement local. Le fonds FODEL est payé. Donc, tout ça là, ce sont des droits qui doivent, comment on appelle, être payés aux collectivités locales. En même temps, au-delà de tout, les collectivités locales en Guinée
ont encore un autre fonds sur la base de l'article 160 du Code minier. Vous savez, ce fonds plutôt, comment on appelle, est destiné pour toutes les collectivités locales. Le FODEL? Non, ça c'est pas le fonds. Oui, FNDL, le Fonds national pour le développement des collectivités locales. Donc ce fonds, toutes les collectivités locales en bénéficient. Ce fonds est national. Donc quand toutes les entreprises minières encore payent ces fonds, les entreprises payent des fonds. Le fonds national et le fonds FODEL. Le fonds FODEL est payé par la société à l'endroit de la communauté locale. Mais le fonds national là est payé par les sociétés pour les communes de la République de Guinée. Toutes les communes doivent bénéficier de ces fonds. Mais le fonds FODEL, si une commune n'a pas une société minière, une mine, ne doit pas bénéficier de ces fonds-là. Maintenant, quel est le fonds qui revient aux préfectures ou aux zones qui n'ont pas de mine? Quel est le fonds qui leur revient de droit, malgré qu'il n'y a pas de mine dans leur localité? Voilà, c'est le Fonds national du développement local. D'accord. Bien. Alors, oui, vas-y, si tu as une question. Alors, juridiquement, comment peut-on évaluer ces entreprises-là si elles n'arrivent pas à respecter ces engagements vis-à-vis de la société? Et qui les défend? Une très bonne question. Ouais. Il y a la loi 010 portant le contenu local. Dans cette loi, l'article 1er définit le contenu local comme un ensemble des exigences liées au développement local, à l'amélioration des conditions de vie des populations, incluant des mesures en vue de développer, comment on appelle, dans toute la phase d'exploitation, un certain nombre de critères. À savoir, comment on appelle, le critère de formation de la population locale, l'utilisation de la main-d'œuvre locale, la prise en compte du secteur privé local et le transfert de compétences. Tout projet minier doit avoir, comment on appelle, ces critères-là pour que ça soit bénéfique aux populations locales. Puisque c'est sur leur terre, ceux qui sont affectés, au fait. L'ensemble de la République ou d'une République peut être affecté, mais de près, c'est la communauté, directement, c'est la communauté locale qui est affectée par le projet. Donc, il y a, comment on appelle, un certain nombre de critères qui doivent être, comment on appelle, réalisés à leur égard. Bien. Maintenant, le contenu local quand même est national. Si cela n'est pas respecté, est-ce que cela pourrait déclencher vraiment la résiliation du contrat? Bien, la résiliation. C'est-à-dire, oui, par exemple, on parle de transfert de compétences, on parle de retombées pour la communauté, la formation, l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Si 3 ou 2 ou l'ensemble de ces points qui doivent revenir à la communauté locale n'est pas respecté, est-ce qu'il y a possibilité de résilier le contrat ou de cette société minière dans la localité où il exploite la bauxite ou je ne sais encore quel trésor? Oui, je peux dire oui, puisque juridiquement, l'article 668 même du Code civil guinéen, de l'ancien Code civil guinéen stipulait que toute convention légalement formée tient lieu des lois à ceux qui les ont faites. Ceci dit, une convention unie des ou plusieurs parties et les obligations contractuelles doivent être exécutées. Nul ne peut, comme on appelle, s'est privé de réaliser ou d'effectuer ses obligations. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle en droit la légion. La légion, c'est le déséquilibre notoire entre les prestations des parties. C'est-à-dire, M. Paul a contracté avec M. Pierre. Si M. Paul n'arrive pas à réaliser ses obligations contractuelles, M. Pierre a l'obligation de demander la résiliation du contrat. Bien. Ça, c'est de facto et de juré. Bien. Donc, nous, on peut demander, les sociétés, minières peuvent pousser l'État à résilier le contrat.
en attaquant, comme on appelle, certaines voies procédurales qui peuvent aboutir à la satisfaction. Bien, on va aller avec des dernières réactions. Cette dernière, bonjour mes chers, je vous suis avec attention. Je vous remercie pour votre volonté à vulgariser les textes de loi pour éclairer la lanterne des citoyens sur leurs droits. C'est votre ami, Ibrahima Khalil Kamara, qui vous écrit. Votre ami, le juriste. C'est notre consultant. Donc, vous l'avez d'ailleurs compris, c'est notre invité de ce lundi, Monsieur Ibrahima Khalil Diabaté, juriste, spécialiste des questions minières. Avec lui, nous avons abordé beaucoup de questions liées au code minier et aux conventions minières. Monsieur Diabaté, merci d'être passé dans cette émission. Okay, le plaisir est pour moi, je vous remercie. Merci. Merci, Mohamed, le PM. Merci Abdallah, merci à notre invité. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à notre invité surtout. Merci Yaya Diallo. Merci à vous, merci à tous. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci à la régie radio et télé qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Merci à Michel Lawamounou, à Moussa Dramé, à toutes les équipes télé radio, Salimatou Sissé, à Mamadou Diallo, Baba Koivogui et Kaba, ma soeur. À toutes et à tous, merci de votre fidélité. On se reprend demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.